Bonjour et bienvenue sur la chaîne La Recherche de la Vérité. Alors, il y a YouTube, l'algorithme, qui m'a proposé donc cette vidéo du philosophe urbain qui apparemment vient de commencer et qui commence avec Philosophe, la vérité existe-t-elle vraiment? Alors, j'espère que tu vas la regarder cette vidéo, philosophe urbain. Parce que c'est une réponse à pas mal de choses que tu as dites. Alors, je vais commencer par les choses positives. Le but, c'est pas de te clasher, mais ça va quand même être un clash. Je te l'annonce directement, mais ce qui va être intéressant, ça va être, par-delà de... Parce que j'ai rien contre toi en tant qu'individu, mais le comportement que tu as eu dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'il est problématique. Mais commençons par les choses positives. La chose positive, tu as raison, je suis d'accord avec toi, tout le monde peut philosopher. Et en même temps, je dirais, tout le monde peut faire des mathématiques. Pourquoi je te dis ça? Parce que, alors, je sais pas quel est ton parcours voilà, de vie ou quoi que ce soit, hein, donc je suis pas là en train de te faire la leçon de morale, hein, y a aucune morale dans ce que je suis en train de te raconter. Il n'y a aucune notion de, comment dire, de connaissance, de supériorité ou je ne sais quoi. Parce que par exemple, dans ta vidéo, tu parles de la pièce que tu allais acheter à la casse, etc. Euh, Moi, j'ai pas de bagnole, et quand j'en avais une, j'étais pas capable de la réparer ou quoi que ce soit. Tu donnes des cours de, je sais plus, je crois, de danse hip-hop ou je ne sais quoi. Moi, j'ai fait une fois à la fac un petit cours de danse hip-hop et j'étais une brêle. Donc, je veux dire, il y a certainement plein de domaines où tu maîtrises plus que moi, mais sur la partie rationalité et mathématiques surtout, je pense que j'ai pas mal de trucs à t'apprendre, mais surtout pas en mode professeur, en mode ben, pour t'éclairer ta lanterne en fait. Voilà. Et donc, je vais faire une petite ref historique, même si tu as dit que tu voulais pas faire de bail, etc. Mais parce que, en fait, c'est pas pour faire du name dropping, c'est pas pour étaler ma culture, c'est pour expliquer qu'il y a une cohérence quand même dans les choses. Alors, je précise également, il est très important de garder à l'esprit que, effectivement, dans tout ce que je vais dire, c'est beaucoup occidentalo-centré. Mais je vais après expliquer pourquoi. Donc, dans la vision occidentale du monde, qui n'est pas la seule vision du monde, qui n'est pas la seule région du monde où il y a eu des inventions, etc. Donc je reviendrai là-dessus ultérieurement, parce que c'est important effectivement de remettre ça en perspective, mais néanmoins, il y a ce qu'on appelle les philosophes pré-socratiques. Pourquoi? Parce que dans l'histoire de la philosophie occidentale, on considère que Socrate c'est le premier des philosophes, puis après il y a Platon et ainsi de suite. Sauf que, en fait, quand les gens ils étudient un minimum sérieusement la philosophie, ils s'aperçoivent qu'il y a ce qu'on appelle les philosophes pré-socratiques, et qui sont-ils? Ben, ce sont deux gars qui, en général, enfin il y a plus que deux gars, mais il y en a deux qui sont connus de tous les écoliers, c'est Pythagore et Thalès. Et oui, Thalès est considéré, alors à juste titre ou pas à juste titre, c'est toujours pareil en histoire. Quand on met un commencement quelque part, en fait, on va toujours, si on gratte, chercher, trouver qu'il y avait un mec qui avait fait un truc un peu similaire avant, etc. Donc c'est pas le propos, mais c'est pour se baser sur des choses que tout le monde connaît. Oui, Thalès, tout le monde a appris au collège, théorème de Thalès et compagnie, et a trouvé ça relou, tout ce que vous voulez. Mais sauf que, en fait, ça aurait été plus intéressant si on avait introduit le personnage Thalès. Alors, que ce soit exactement lui ou pas, on s'en fout. C'est le mode de pensée qui est important. Thalès, c'est le premier qui s'est dit, en fait, je ne vais pas me contenter de croire en des mythes, de croire en des dieux, je vais essayer d'utiliser mon cerveau de la même manière que tout le monde peut philosopher, parce que tu considères que tout le monde peut réfléchir, et je suis tout à fait d'accord avec toi, et c'est justement ça. L'idée, c'est que Thalès, c'est le premier qui s'est dit, je vais essayer de réfléchir à des explications de l'origine du monde, de l'origine du cosmos, euh, comment fonctionne l'univers, comment fonctionne le monde, les interactions, etc. Et c'est ce qu'on appelait les philosophes de la nature, parce que pendant très longtemps, contrairement aux idées reçues, les philosophes et les scientifiques, ben, c'est un peu la même chose, en fait. Et c'est ça le truc, c'est que la différence fondamentale qu'il y a entre la philosophie et la science, et c'est pour ça que la science, au sens moderne du terme, ça apparaît très tardivement, c'est que la science, elle va chercher à tester, à confronter à l'épreuve. Parce que toi, tu dis plusieurs fois dans ta vidéo, ouais, les maths, c'est pas concret. Ben si, en fait. En fait, c'est concret, les maths. Les sciences, c'est concret. Et c'est pour ça que faire des choses du style, oui, des vérités subjectives, etc. Il y a plein de domaines qui sont subjectifs, c'est vrai, mais il y a aussi des domaines qui sont objectifs. Les domaines où, par exemple, le simple fait que j'ai pu voir ta vidéo, ça c'est objectif. Tout le monde qui clique sur le lien qui mène à ta vidéo, ou qui soit dans le monde du moment qu'il a une connexion Internet, il va accéder à ta vidéo. Ça, c'est une vérité objective. Et cette vérité objective, elle ne sort pas de nulle part. Cette vérité objective, elle a une réalité physique
au sens de la physique qui s'est développée grâce à quoi? Grâce aux équations mathématiques. Donc là, d'un coup, boum, ça a une réalité. Tu posais la question, ouais, les maths, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, etc. Ben oui, c'est vrai, parce que si c'était pas vrai, ben, tu n'aurais pas pu faire ta vidéo, j'aurais pas pu voir ta vidéo, j'aurais pas pu faire ma vidéo, et les gens ne pourraient pas consulter nos vidéos. Donc je reviens à mon histoire, parce que j'ai fait ce petit rappel concret, parce que tu aimes bien le concret, mais quand même, le déroulement il est important. Donc Thalès, c'est le premier qui, donc comme ça, se dit, on va essayer de réfléchir à donner des explications, de donner des preuves. C'est ça le truc. C'est pas réfléchir pour exprimer ses émotions ou pour exprimer ses croyances. À savoir, est-ce que je crois en tel Dieu, est-ce que je crois en telle personne, est-ce que je fais confiance à telle personne. Non, c'est pas une question de confiance à une personne ou pas. C'est une question de est-ce que je peux déterminer un raisonnement, une expérience qui va nous permettre d'arriver à la même conclusion en reproduisant la même procédure. Le procédé de reproductibilité, c'est comme on va donner quelque chose de très simple, que tout le monde connaît. Une recette de cuisine, son objectif, c'est que si vous appliquez les instructions, à savoir prendre les mêmes ingrédients et faire les opérations dans l'ordre qui est proposé et ainsi de suite, logiquement, vous devez arriver au même résultat. Ben, c'est un peu ça la science. En fait, la cuisine, c'est de la science d'une certaine manière. C'est que en faisant les mêmes opérations, on aboutit au même résultat. Et ça, c'est objectif, puisque ça ne dépend pas de qui fait la recette, c'est à partir du moment où tu respectes les instructions, donc tu déroules de la même manière les instructions, eh ben, tu vas avoir le même résultat. Alors bien sûr, les chipoteurs, ils me diront, oui, mais il y en a qui sont meilleurs cuisiniers que d'autres, et ainsi de suite. Oui, mais ça, c'est après, c'est dans l'interprétation des instructions. C'est dans la qualité des produits qui vont être utilisés, etc. Mais globalement, le résultat, il est objectif. Un bon boulanger, bon, ben, son pain, enfin, le pain, c'est une baguette de pain, c'est la même dans quasiment toutes les boulangeries. Alors après, tu vas avoir des petites nuances selon les ingrédients qu'ils vont utiliser, le savoir-faire, tout ce que tu veux, mais tu vas avoir quand même quelque chose de commun. Un ordinateur que tu achètes, ben, c'est en série, c'est les mêmes. À partir du moment où tu as acheté un tel modèle, ce sera le même que n'importe qui d'autre qui aura acheté le même modèle. D'accord? Donc c'est en ce sens-là que, ben oui, oui, les mathématiques sont réelles. Oui, la science c'est réel, puisque ça produit des résultats. Sinon, je veux dire, le simple fait que tu sois au volant d'une voiture, c'est la preuve que la physique, ça marche. Que la physique est suffisamment prédictible et suffisamment précise pour que tu puisses prendre ta voiture. Et que justement, tu puisses faire confiance aux ingénieurs qui l'ont conçu sans avoir à toi-même refaire tous les calculs. Mais en théorie, si tu avais le temps et la patience et l'énergie et la volonté et tout ce que tu veux, tu pourrais toi-même refaire tout le parcours, tout le cheminement qui t'amènerait là. Ce qui est totalement différent d'une approche dogmatique que tu vas retrouver dans les sciences où on va te dire, voilà, lis le livre et puis tu crois au Dieu, tu crois en ce qui est écrit dans le livre. Mais tu ne fais pas une expérience qui te permet de reproduire les explications, de reproduire la démonstration. Tu fais confiance. Donc tu vois, c'est totalement différent. La vérité spirituelle, c'est subjectif. La vérité scientifique, c'est objectif. Alors après, tu vas me dire, oui, mais ce que tu dis dans ta vidéo, c'est vrai, que les scientifiques, à un moment donné, vont dire quelque chose, et puis après, plus tard, ils vont dire autre chose. Oui, mais il ne faut pas non plus déconner. Il n'y a pas des virages à 180 degrés tous les jours dans la science. Donc certes, quand Galilée dit bon les gars en fait c'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre, c'est la Terre qui tourne autour du soleil, ok, c'est très différent d'ailleurs, c'est l'Église qui a pas, à qui ça n'a pas plu. Mais tous les gens qui avaient la capacité intellectuelle de refaire les calculs comme lui, ils sont arrivés à la même conclusion. Et ils ont dit, ah oui, en fait, c'est juste qu'on n'y avait pas pensé. C'est comme aussi le fait que la Terre elle soit ronde. Que dans l'Antiquité, il y a plein de gens qui, d'ailleurs c'est un peu la mode aujourd'hui, hein, qui pensaient que la Terre était plate et ainsi de suite, parce que c'était l'expérience qu'on en faisait au quotidien. Toi qui dis le concret, bah, le concret il te dit l'expérience réelle, la Terre elle est plate. Et pourtant, à moins que tu sois un platiste, ce que je ne pense pas, a priori, je pense pas que tu crois que la Terre elle soit plate. Donc tu vois bien qu'on ne peut pas juste se fier aux choses que tu dis, le concret, on peut le toucher, etc. Non, il y a certains moments où on a besoin de théoriser. De théoriser pour savoir quel est le concept qu'on veut étudier, de prendre du recul, d'essayer d'échafauder une expérience de pensée ou une expérience concrète pour venir tester la théorie. Donc je reviens à mon déroulement rapidos. Donc Thalès, qui
qui enseigne à Pythagore, et ensuite il y a toute une école comme ça de gens. D'ailleurs, Pythagore, c'est à lui qu'on doit le nom de mathématicien. C'était une secte à l'époque, parce que, en fait, il croyait que toutes les lois du cosmos étaient régies par les nombres. Donc il n'y avait pas l'approche scientifique moderne, mais n'empêche qu'il y avait quand même le concept de démonstration, d'essayer de prouver. Et donc là, j'en rejoins à ta vidéo où tu dis, ouais, est-ce que ce besoin de prouver qu'on a raison, de toujours vouloir avoir raison, etc. Alors il y a une différence entre prouver qu'on a raison et vouloir avoir raison. Parce que si je te dis que la Terre, elle est ronde, c'est un fait. Maintenant, il y a deux choses face à ça. Il y a une chose, c'est de dire argument d'autorité, tu dois me croire. Donc là, on est exactement dans le problème de la personne qui veut avoir raison. On est exactement dans le problème du dogme. On est dans le problème que tu soulignais de l'expansion de la raison. Alors que si je te donne des ressources pour pouvoir te convaincre par toi-même, par un raisonnement, par une expérience que la Terre elle est ronde, là, dans ce cas-là, je suis dans une démarche de démonstration. Alors, spoiler alert, contrairement à beaucoup d'idées reçues, ce n'est pas facile de démontrer que la Terre est ronde, et c'est pour cette raison précisément que les platistes peuvent avoir euh, autant d'influence aujourd'hui encore, parce que en fait, on a tous appris à l'école que la Terre elle était ronde, mais très peu ont appris à comprendre comment est-ce qu'on peut le démontrer, comment est-ce qu'on peut le prouver. Et ça, c'est une autre paire de manches. C'est une autre paire de manches. Ça n'est pas évident du tout, ça n'est pas trivial. Donc il ne faut pas se moquer des gens parce qu'ils ne savent pas quelque chose. Il y a une différence entre savoir quelque chose et savoir le prouver. Donc prouver qu'on a raison, c'est extrêmement important en fait. Parce que sinon, on est dans le domaine de la confiance. Alors bien sûr, tu pourrais dire oui, mais alors dans ce cas-là, dans ta vision du monde, personne n'a confiance en personne. Certaines fois, ça peut être utile de raisonner comme ça. Mais je suis d'accord que pour des raisons de sociabilité, c'est pas forcément l'idéal. Mais, puisque la question ici qui nous est posée, c'est pas la question de la sociabilité, mais c'est la question de la vérité existe-t-elle? Oui. Maintenant, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que malheureusement, même les sciences mathématiques, eh ben, elles ne nous permettent que d'accéder à une approximation de la vérité. Voilà. Dans le sens où il y a plusieurs façons d'interpréter ça. On pourrait dire que nous n'avons pas les connaissances, les capacités cognitives suffisamment développées pour intégrer tous les paramètres de l'univers. Il y a aussi le fait qu'on n'a pas le temps d'aller sonder tous les paramètres de l'univers. Il y a aussi le fait que la complexité des systèmes est telle que en fait ça dépasse notre entendement. Voilà. Donc là, l'idée c'est pas de partir dans les hypersphères, on redescend sur Terre. Votre smartphone, il existe précisément parce que les maths ça marche. Si les maths ne marchaient pas, votre smartphone ne marcherait pas. Chaque fois que vous utilisez n'importe quel outil de technologie, et encore plus de technologie numérique, si ça s'appelle numérique, ce n'est pas pour rien. Donc, oui, la vérité mathématique, ça existe, tu l'expérimentes tous les jours. Tu l'expérimentes tous les jours. Tu es dans une voiture qui a été conçue grâce aux lois de la physique qui sont régies par des équations mathématiques. Tu portes des habits qui ont été conçus par des machines qui utilisent à nouveau les lois de la physique, les calculs et ainsi de suite. Donc, je veux dire, partout. Alors, tu disais à un moment donné dans ta vidéo, ouais, est-ce qu'on sait si les animaux ils savent compter? Bah si, en fait, il y a pas mal d'expériences qui ont été faites. Les singes savent compter. D'ailleurs, même les singes sur des écrans, ils sont plus rapides que les humains. Il y a pas mal d'expériences qui ont été faites au Japon par rapport à ça. Enfin, en tout cas, pour les dernières que j'ai vues dans les années 2000, donc relativement récentes. On sait aussi que les corbeaux savent compter. Il y a plein d'animaux en fait qui savent compter. Donc oui, les animaux savent compter. À contrario, il y a aussi des peuples dits primitifs qui sont très limités en calcul, c'est-à-dire les tribus de chasseurs-cueilleurs, bah, ils ont que un beaucoup. Enfin, un, deux, beaucoup ou un, beaucoup. Donc évidemment, avec des systèmes du style un, deux ou un, deux, beaucoup, tu peux pas élaborer la théorie de la thermodynamique, ça c'est certain. Mais pour vivre dans un état, je sais pas, en Amazonie profonde, t'as pas forcément besoin, je suis d'accord avec toi, à ce moment-là, de savoir le théorème de Pythagore ou je ne sais quoi. D'accord? Donc chaque environnement euh, ne nécessite pas forcément les mêmes connaissances et les mêmes compétences. D'accord? Donc c'est pour ça que je disais en préambule que toi tu sais faire plein de trucs que moi je sais pas faire. Et donc dans ton contexte, ben, ça t'est beaucoup plus utile. Donc dans ton contexte, tes connaissances sont utiles. Par contre,
C'est pas parce que c'est en dehors de ton contexte qu'il faut négliger ça. Je dirais même plus que malheureusement, même si encore une fois, dans ton contexte, etc., mais tu n'es pas dans un contexte aussi extrême que par exemple les chasseurs-cueilleurs d'Amazonie. Les chasseurs-cueilleurs d'Amazonie, le fait qu'ils fassent jamais de maths, c'est pas important. Parce que ce qui est vital dans un environnement extrêmement hostile dans lequel ils vivent, c'est leur connaissance justement des dangers de la nature et ainsi de suite. Par contre, toi qui vis dans un monde ultra moderne, ultra occidentalisé et qui repose donc énormément sur les mathématiques, là, ça devient un peu plus problématique de se dire je fais un pas de côté. Parce que si tu fais un pas de côté sur cette chose-là, tu vas peut-être avoir donc des approches intuitives, et donc avec certaines intuitions, parfois les gens peuvent aller très très loin, mais il n'empêche que même s'ils peuvent aller très très loin, ça a des limites. Ça a des limites. Ça a des limites selon les choses que l'on va aborder, notamment la capacité d'avoir la flexibilité de pensée. Alors cette flexibilité de pensée, tu peux l'avoir aussi en étudiant des langues, hein. L'étude des langues, c'est très efficace pour ça. Parce que contrairement aux idées reçues, hein, les maths, c'est pas que les chiffres, en fait. C'est les systèmes de raisonnement, en fait. Et donc dans les systèmes de raisonnement, ça existe aussi dans les langues. D'ailleurs, les gens qui étudient les langues, on appelle ça les linguistes. Ben, les linguistes, ils étudient aussi des mathématiques pour justement élaborer les modèles de ce qu'on appelle la morphologie, c'est-à-dire la composition de la forme des mots, comment est-ce qu'on ajoute les préfixes, les suffixes, les infixes, les affixes, ce genre de choses, pour la forme, mais aussi après sur d'autres choses, sur les inflexions de la voix et ainsi de suite. Et donc là, on va retrouver de l'acoustique, qui est donc de la physique. Voilà. Donc, dès qu'on creuse un peu un sujet de façon à essayer d'en extraire quelles sont les lois qui le régissent, parce que en fait chaque système obéit à un certain nombre de lois, bah, ces lois elles sont toujours décrites au final, quand on creuse vraiment dans la nature profonde, elles sont toujours inscrites dans des lois mathématiques en fait. Donc c'est pour ça que c'est pas une vérité de genre le petit club de l'Occident qui a fait ça, parce que maintenant je reboucle sur ce que je disais au début de la vidéo, c'est-à-dire que vous avez des gens qui ont développé des mathématiques en Chine, des gens qui ont développé des mathématiques en Inde, des gens qui ont développé des mathématiques au Moyen-Orient, mais vous avez aussi dans les peuples qu'on appelle précolombiens, notamment les Incas. Les Incas, ils avaient construit des observatoires qui permettaient de faire des calculs d'années solaires extrêmement précis qui n'ont été euh, améliorés qu'à partir du 19e siècle. Alors qu'on parle des précolombiens, c'est-à-dire des gens qui étaient déjà là avant l'arrivée de Christophe Colomb, c'est-à-dire avant le 15e siècle. D'accord. Donc avec des observatoires qu'ils avaient construits de leurs mains, ils pouvaient faire des observations à l'œil nu qui leur permettaient d'avoir une précision qui n'a pu être dépassée qu'au 19e siècle, c'est-à-dire soit plus de 5 siècles après la rencontre entre les Européens et ces peuples-là. Donc c'est masterclass. On a tendance à oublier, mais l'Irak actuel, c'est ce qu'on appelait à l'époque la Mésopotamie, Babylone. Ils avaient développé des techniques pour calculer des racines carrées à la main. À la main. C'est de eux qu'on tient le système sexagésimal, c'est-à-dire le système en base 60 pour calculer le temps. C'est pour ça qu'une minute c'est 60 secondes, qu'une heure c'est 60 minutes. C'est eux qui utilisaient ça parce qu'ils avaient repéré que 60 c'est un nombre qui a beaucoup de diviseurs. Donc il y a énormément en fait de phénomènes, en fait tout phénomène, hein, tout système un minimum complexe. Même les systèmes de parenté. Il y a un livre d'ailleurs que je te recommande qui s'appelait Mathématiques d'ailleurs de Marcia Asher. En anglais, le titre c'était Mathematics Elsewhere. Donc, elle a fait ce qu'on a appelé, je crois qu'elle a inventé l'ethnomathématique. Elle allait voir les peuples dits primitifs pour analyser en fait les systèmes complexes qu'ils faisaient. Et ben, en fait, on s'est aperçu qu'il y avait plein de mathématiques sous-jacentes. Alors, les gens, évidemment, ils ne faisaient pas comme on fait en Occident, tableau blanc, lacré, etc. Pour pouvoir tableau noir et lacré pour faire les calculs, etc. Mais n'empêche qu'ils faisaient des choses qui étaient régies par des lois de la logique mathématique. Donc il y avait peut-être une approche plus intuitive. On ne sait pas trop en fait comment est-ce que ces gens-là abordaient ces choses-là, mais de facto, ils faisaient des maths. Plusieurs exemples. Donc elle a découvert ça avec les quipus des Incas, ces espèces de cordages avec des couleurs. Alors, je sais pas trop, je connais pas trop ces trucs-là. Moi, ce qui m'avait marqué, c'était le système des Waipiri, c'est des aborigènes en Australie, qui ont un système pour les mariages de dire que si tu es dans telle tribu, les hommes ils vont aller, etc. Enfin, tout le système dit comme ça, c'était une histoire, mais à s'arracher les cheveux. Et en fait,
il y a un mathématicien français de la première moitié du XXe siècle, grâce à la théorie algébrique des groupes, alors là aussi c'est un peu des gros mots, mais pour donner un exemple concret de à quoi ça correspond la théorie des groupes, prenez un triangle équilatéral, et pour chaque sommet, vous mettez un numéro, par exemple 1, 2, 3. Bon, eh bien, on va s'intéresser à quelle est la façon de permuter les sommets. Et en fait, ben, vous pouvez faire l'expérience. En fait, il y a 6 façons de faire ça. Vous pouvez le faire aussi avec des objets. Vous prenez 3 oranges et vous les numérotez 1, 2, 3, ou 3 boules numérotées 1, 2, 3, ou 3 objets similaires numérotées 1, 2, 3, et vous essayez de regarder quelles sont toutes les configurations que vous pouvez faire en les déplaçant. Ben, vous allez vous apercevoir qu'il y a 6 configurations. Bon, ben, l'analyse de ces permutations, on appelle ça la théorie des groupes. Et en fait, grâce à cette théorie d'objets abstraite, le mathématicien français avait pu expliquer en langage mathématique le système de mariage des Waipiri qui ont dit avec des phrases. C'est super compliqué parce que c'était si on est dans telle tribu et que c'est le fils qui est l'aîné ou je sais pas quoi, etc. Enfin, je me souviens plus exactement tout le bordel, mais en gros, l'abstraction de ça, c'est ce qu'on appelle le groupe diédral, c'est d'ordre 8, je crois, si je dis pas de conneries. Il faudrait que je revoie le bouquin, mais en gros, on peut modéliser ça avec une figure géométrique qui montre toutes les permutations possibles et ça correspond exactement à ce système de mariage-là. Et ça ne peut pas être arrivé comme ça par hasard, c'est trop complexe pour que les mecs ils se soient dit comme ça au feeling, allez, on va faire comme ça, et non, YOLO, non, ça veut dire que c'est la structure sous-jacente qu'il y a derrière ça. Il y a aussi les Vanuatu, qui est une île un peu perdue dans le Pacifique, où les mecs s'amusent à faire des dessins dans le sable sans lever le doigt. Ben ça, c'est ce qu'on appelle la théorie des graphes. Alors, la théorie des graphes, vous la voyez tous les jours quand vous prenez le métro et que vous regardez un plan du métro. Ben ça, c'est ce qu'on appelle un graphe. C'est aussi ce qui est utilisé à chaque fois que vous connectez une page internet. Comment est-ce que fait Google pour pouvoir, l'algorithme PageRank de Google, le fameux algorithme de Google, c'est qu'il a tracé un arbre de toutes les connexions de sites, etc. Et donc la théorie des représentations en arborescence, c'est une sous-branche de la théorie des graphes, qui donc se mathématise, on peut calculer des matrices et ainsi de suite. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas l'objectif ici, mais tout ça pour vous dire que c'est du concret les maths. C'est pas juste des gars qui se sont dit on va faire ça. Non. Pourquoi en plus, là aussi, j'ai dit il y a plusieurs endroits différents où les gens ils ont développé des maths. La Chine, ils ont développé des maths. La Chine, pendant de nombreux siècles, ils étaient en avance sur quasiment tout le monde. Alors, ils ont inventé la poudre, ils ont inventé la roue, ils ont inventé le papier, ils ont inventé plein de trucs. Le truc, c'est que quand les missionnaires chrétiens ont été en contact avec les Chinois, il y a un livre qui, jusqu'au 19e siècle, était le livre le plus lu après la Bible, mais juste après la Bible, c'est ce qu'on appelle les éléments d'Euclide. Euclide, c'est un mathématicien grec du 3e siècle, qui a fait surtout le premier, ce qu'on appelle l'axiomatisation des mathématiques. Alors qu'est-ce que ça veut dire en langage de tous les jours? L'axiomatisation, c'est de dire, voilà, bah, si vous voulez, c'est un peu les tables de la loi des maths. C'est-à-dire que c'est le premier qui s'est dit, bon les gars, ça suffit, Peter, Tails est gentil, tout ça, on arrête les conneries, on va mettre les choses à plat. Quelles sont les prémices, les choses de base, les choses sur lesquelles on va se baser pour construire tout l'édifice mathématique? C'est-à-dire quelles sont les hypothèses de base? Ben, l'hypothèse de base, c'est un point, c'est la plus petite unité en géométrie. C'est si on a 2 points, ben, on peut tracer qu'une seule droite par 2 points. Voilà. Donc il a défini 5 postulats de base. Et à partir de ces 5, ça veut dire que c'est les 5 choses où on considère, il n'y a pas de démonstration, on admet que c'est vrai. Donc c'est pas déconnant de dire oui, bah, le point c'est la plus petite unité géométrique, on ne peut pas faire plus petit qu'un point, ça paraît pas déconnant. De dire que par 2 points il va passer qu'une seule droite, ça paraît non plus pas trop déconnant. Et donc il en a listé comme ça 5. Et 5, franchement, ça veut dire que tu admets 5 trucs qui sont vraiment qui sont ultra évidents, et à partir de là, tu appliques que les lois de la logique, que de la déduction, tu démontres tout. Et c'est ce qu'il a fait. Il a systématisé le fait de tout démontrer, etc. Et donc, il a bâti comme ça le premier manuel rigoureux de maths, etc. Et donc, qui a traversé les siècles. Et pendant des siècles, il y avait des mathématiciens qui disaient ouais, non, mais le 5e postulat, quand même, il doit y avoir moyen de le démontrer avec les autres, c'est pas un truc qu'on doit admettre, voilà, machin, etc. Et personne n'a réussi à le démontrer, et ainsi de suite. Et au 19e siècle, il y a 3 mathématiciens à des endroits différents, mais en Europe, qui sont arrivés à la conclusion qu'en fait, si on retirait ce postulat-là, ou qu'on en donnait une version différente, on obtenait des nouvelles géométries. Et ça a développé donc plein de champs de recherche, etc. Donc ça veut dire quoi?
Ça veut dire que cet axiome-là, ce postulat, il n'est pas faux. Il est vrai dans le cadre de la géométrie d'Euclide. Mais si on en prend un autre, dans le cadre de la géométrie dite riemannienne par exemple, on va avoir la géométrie sphérique, qui permet justement de calculer la courbure de l'univers. Donc ça ne veut pas dire que ce qu'il a dit Euclide c'est de la merde, ça veut dire que ce qu'il a dit Euclide c'est vrai dans ce qu'on appelle la géométrie plane, celle que vous avez appris au collège et au lycée, mais ce n'est plus vrai dans la géométrie sphérique. Donnons un exemple concret, parce qu'il ne faut pas partir dans la théorie juste pour partir dans la théorie. Vous prenez une orange, et sur cette orange, vous dessinez un triangle. Et bien vous allez vous apercevoir que la règle que vous avez appris au collège, même au primaire, que dans un triangle, la somme des angles fait 180 degrés, c'est vrai en géométrie plane. En géométrie sphérique, ce n'est plus vrai. C'est-à-dire que si vous faites l'expérience, vous allez voir que vous pouvez construire un triangle sur une sphère, donc une orange par exemple, qui aura trois angles droits. Et ça viole totalement la règle que vous avez appris, la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés. Parce qu'en fait, en géométrie sphérique, c'est l'inverse. La somme des angles d'un triangle fait toujours plus que 180 degrés. Et vous avez une autre géométrie qui est ce qu'on appelle la géométrie hyperbolique. Ce serait par exemple la géométrie qu'on ferait sur une selle de cheval. Cette fois, c'est l'inverse. C'est la somme des angles d'un triangle fait toujours moins de 180 degrés. Donc on voit qu'on a plusieurs vérités en parallèle, mais qui ne sont pas des vérités subjectives. Ce sont des vérités absolues, mais au sein d'un système. Si je me place dans la géométrie euclidienne, la règle, la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés, ne sera jamais violée. C'est une vérité absolue, mais au sein de ce système, c'est-à-dire au sein des hypothèses qu'on a fait au départ. Si je change les hypothèses et que je passe en géométrie riemannienne, donc en géométrie sphérique, eh ben, dans ce cas-là, il y aura le cadre des hypothèses de la géométrie sphérique. Vous voyez? Donc c'est comme, si vous voulez, si je suis en France, ben, le cadre législatif, donc la loi, c'est la loi française. Si je vais aux États-Unis, ben, le cadre législatif, c'est la loi américaine. Si je vais en Chine, le cadre législatif sera la loi chinoise, et ainsi de suite. Donc vous voyez, c'est avec la différence près que là, c'est des systèmes physiques qui vont obéir à différents cadres, parce que pour différents systèmes physiques, il va y avoir différentes lois. Bon, revenons à nos amis chinois. Quand les missionnaires chrétiens sont arrivés, ils sont arrivés avec le livre de Euclide, qui est donc les éléments d'Euclide, hein, que je vous ai dit, c'est le livre qui a été le plus lu, puisque Euclide c'est 300, je sais plus, je sais jamais si c'est 300 avant Jésus-Christ ou 300 après Jésus-Christ, bon, bref, il y a très longtemps, eux ils sont arrivés, je crois, au 15e ou au 16e siècle. Donc c'est plus de 1000 ans après, d'accord? Donc pendant plus de 1000 ans, ce livre a continué à faire autorité, parce que je vous dis, c'est qu'au 19e siècle que les gens, ils ont commencé à faire d'autres géométries, et en plus, même pour, faut arrêter les conneries. Les géométries non euclidiennes, certes, c'est super intéressant pour des astrophysiciens, mais pour la vie de tous les jours, très peu de gens s'en servent, en fait. Donc la géométrie d'Euclide est toujours celle qui est ultra dominante dans les applications concrètes, même dans la façon de raisonner, et ainsi de suite. D'accord? Donc toutes les intuitions qu'on a sont les intuitions de la géométrie euclidienne. Donc ça fait toujours autorité. Bref, donc ce que j'ai dit, hein, c'est que le principe d'Euclide, c'est de dire on fait 5 éléments de base qu'on admet, tout le reste se démontre, tout le reste se prouve avec des démonstrations, des preuves. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire des explications que si vous les reprenez une par une, vous aboutissez à la même conclusion. C'est la fameuse recette de cuisine. Vous appliquez les instructions, vous obtenez le même résultat. C'est ça la différence fondamentale de cette approche-là. C'est de te dire, je ne te dis pas de me croire sur parole, quand je te démontre que j'ai raison, ça veut dire que je te donne les outils, donc je te donne la recette de cuisine pour que toi-même tu refasses le raisonnement et que tu aboutisses à la même conclusion, que tu obtiennes le même résultat. Et ça, c'est extrêmement fort. Mais ça n'est pas tout le monde qui fait ça. Donc j'en viens à mes Chinois. Quand ils rencontrent les missionnaires chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils traduisent les éléments d'Euclide parce que les maths, ça les connaît. Ils savaient calculer des racines carrées, ils savaient faire plein de trucs, etc. Je veux dire, toutes les inventions qu'ils ont fait, forcément, ils ont fait des croquis avant, etc. C'est-à-dire qu'ils ont mathématisé ça. Le truc, c'est que tout ce qui était démonstration, poubelle. Ils ont complètement jeté toutes les démonstrations des éléments d'Euclide. Or, dans la conception occidentale et dans la conception moderne, en fait, les démonstrations, c'est la partie la plus importante, en fait, puisque c'est la recette de cuisine qui permet de retrouver les résultats. Parce que si vous voulez, c'est comme s'ils avaient récupéré que les résultats des recettes de cuisine. Donc ils avaient pris plein de gâteaux, etc. Mais du coup, ils n'avaient pas la recette. Donc ils ne seraient pas capables de refaire les gâteaux. D'un point de vue moderne, on se dirait, mais c'est complètement con. Mais sauf que c'est leur vision des choses. Et je vais vous donner un exemple qui parlera plus aux gens. C'est que en Chine, pendant très longtemps, les écoles de Kung Fu
ou d'arts martiaux en général, parce que je dis kung fu, mais en fait, enfin gong fu, si je le dis vraiment à la chinoise, gong fu, c'est le travail de l'homme. Ça peut être, vous pouvez avoir un bon gong fu pour la cuisine, vous pouvez avoir un bon gong fu pour la danse ou pour ce que vous voulez. Donc en vrai, le gong fu, c'est simplement un travail qu'on va faire à la perfection, d'accord? Bon, mais bon, on va le dire à la façon film de kung fu, etc. Donc ça sous-entend les arts martiaux, d'accord? Mais sinon, normalement, techniquement, si on veut le dire vraiment à la chinoise, ce serait gong fu wushu, littéralement le travail de l'homme sur l'art militaire. Wushu, c'est l'art militaire. Et donc, Kung Fu Wushu, c'est les techniques justement de combat. Et bien, pour des raisons qui leur sont propres, ils considéraient qu'il fallait que chaque école garde le secret, donc le culte du secret sur la méthode, c'est-à-dire que ce qui comptait pour eux, c'était uniquement le résultat. C'est l'antithèse des maths à l'occidental. Les maths à l'occidental, c'est toujours, d'ailleurs, c'est ce que les profs de maths, ils sont tout le temps là en train de dire, ce qui compte, c'est pas le résultat, c'est le raisonnement. Voilà. Eh ben eux, c'était pas du tout leur philosophie. Et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé que les Chinois ils se sont fait doubler par les Occidentaux alors que pendant des siècles ils étaient en avance, ils avaient développé plein de trucs. Mais comme ils n'avaient pas développé ce culte de euh, c'est super important de donner la méthode pour que ça puisse être transmis, et que eux au contraire c'était le culte du secret et tout, chacun garde son truc, et pour les arts martiaux, ben, c'était, ils faisaient la confrontation en fait. C'était, bah, il y avait les deux maîtres de l'école ou les élèves des écoles qui se fightaient, et celui qui gagnait, bah, c'était la preuve, si j'ai gagné, c'est que je suis plus fort que toi, c'est que ma méthode, elle est meilleure. Voilà. Mais du coup, c'était pas une vraie preuve, en fait. D'accord. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est pas la même conception, et c'est l'une des raisons, c'est pas la seule raison, mais c'est l'une des raisons qui fait que ils se sont fait, ils se sont fait doubler. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles la civilisation occidentale a dominé, et je dirais que euh, maintenant, ces choses-là ont été adoptées. Alors, il y a d'autres raisons. Il y a la raison principale, c'est qu'il y a eu beaucoup plus de brassage, à la fois de savoir, de, de personnes, de ressources et ainsi de suite, dû à la géographie de l'Europe. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Je ne vais pas rentrer dans ce débat ici. Ce que je voulais mettre en avant ici, c'est que aussi dans le concept de démonstration, et même si on va dans l'étymologie, dans démonstration, il y a le fait de montrer. Une démonstration, démonstration, démocratie, bah, il y a un peu un parallèle, parce qu'il y a la notion de je vais discuter avec toi. Si je montre avec toi, si je veux te prouver, plutôt te convaincre que j'ai raison. Certes, il peut y avoir une part d'ego qui va être je veux avoir raison, mais le fait de vouloir te démontrer, c'est-à-dire te donner des explications, des arguments logiques, hein, si on est dans cet aspect mathématique de la démonstration, il y a le dialogue, il y a la discussion, il y a je te donne les outils, je te donne la méthode pour que tu puisses faire la même chose. Et donc là, évidemment, les gens sont des humains, donc ils ont leur ego, parfois mal placé, et ainsi de suite, ce qui fait que le scientifique parfait, ça n'existe pas. Ce qui fait que les scientifiques sont des humains comme les autres, donc il y a aussi des tricheurs, des voleurs, des tout ce que vous voulez, d'accord? Mais la méthode en tant que telle, la méthode en tant que telle, et c'est pour ça qu'il faut plus se baser sur les écrits, sur les méthodes, sur les traces, plutôt que sur les personnes. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, puisque vous avez le culte de le Einstein et compagnie qui a été marketé à fond, alors que en fait, bon, certes, c'était un scientifique brillant, mais c'est pas le seul. Il y a plein d'autres, et puis surtout, c'est pas lui en tant que tel, parce que lui aussi, il avait des défauts, il avait évidemment des qualités aussi, mais il avait aussi des défauts, une sorte de péché d'orgueil, parfois, notamment dans sa dispute avec Niels Bohr. Pourquoi je parle de ça? Je parle de ça parce que c'est que presque un siècle plus tard que un physicien a démontré que dans le débat qui opposait Einstein et Bohr, c'était Niels Bohr qui avait raison et pas Einstein. Alors que, bon, on va dire que dans la pensée populaire, Einstein c'était le boss. Sur ce coup-là, c'était pas lui le boss. Parce que la science, c'est pas une question de boss. La science, c'est une question de méthode, c'est une question d'accéder à une vérité qui, elle se fiche de savoir qui l'a découverte, la vérité en fait. Et ça me permet de finir sur ça, parce que sinon cette vidéo va durer 3 plombes. Donc, la vérité existe vraiment? Oui, mais ça dépend des sujets. Et je t'invite à ne pas penser les mathématiques de façon scolaire, savoir la bonne note, pas la bonne note, mais plutôt comme une espèce de trousse à outils, justement pour analyser quelle est la véracité des propositions, qu'elles soient verbales et qu'elles soient dans un système quelconque. Parce que dès que tu vas avoir un système qui obéit à des règles
logique, qu'elle soit apparente ou justement cachée, parce que les maths c'est un peu ça, c'est un peu le méfiez-vous des apparences. Que se passe-t-il si on gratte dessous? Quel est véritablement le mécanisme? C'est à ça que ça sert. Et donc dans ce sens-là, c'est extrêmement concret. Voilà, donc j'espère que cette vidéo, qui finalement c'est pas un clash, hein, c'est juste que tu as dit beaucoup d'approximations, mais c'est je pense plus par méconnaissance que par orgueil, puisque tu disais beaucoup le côté de respect, etc. Le respect c'est important, mais attention à ne pas tomber justement dans des voilà, c'est ça que je voulais dire quand même, parce que effectivement, voilà, maintenant ça me revient, parce qu'il y avait aussi cet aspect-là que je voulais critiquer dans ta vidéo, c'est que il faut pas tomber dans un relativisme. Tout ne se vaut pas, il y a des hiérarchies quand même. Et quand je dis il y a des hiérarchies, je sais que ça peut, il y a des gens que ça peut froisser, etc. C'est que, comme je vous l'ai dit, je reprends l'exemple de la Chine, parce que la Chine aujourd'hui, maintenant, c'est elle qui domine, hein, clairement. Euh, euh, elle était en avance sur les Occidentaux, et pourtant, après, elle s'est fait doubler, etc. Parce que son système d'accès à la connaissance était moins performant. La Chine avait plus de connaissances que l'Occident, mais son système d'accès à la connaissance, ou plutôt son système, son approche scientifique, était moins bonne. Et ça, c'est imparable. C'est-à-dire que même si vous avez beaucoup d'avance, beaucoup de connaissances en plus, etc., si votre système est moins bon, au bout d'un moment, vous vous ferez doubler. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça, c'est extrêmement important de le souligner. Et c'est la même chose qui s'est passé pour la civilisation indienne et pour la civilisation arabo-musulmane, qui étaient donc les trois, la Chine, l'Inde et la civilisation arabo-musulmane, étaient les trois civilisations qui étaient en avance sur l'Occident et qui après se sont fait dominer par l'Occident, pas parce que l'Occident, c'est pas parce que les gens de l'Occident étaient meilleurs, c'est parce que leur système était meilleur. Et c'est ça le truc. Leur système qui en fait, est un enchevêtrement de plein de choses, puisque, comme je vous ai dit tout à l'heure, les Grecs anciens, Pythagore et compagnie, c'était l'approche dogmatique, etc. Mais le fait d'avoir mis la focale sur les nombres et sur quand même la démonstration des choses, même si c'était une secte, hein, parce qu'il faut savoir, je vous dis quand même comme ça, après je vous dis, allez voir la page Wikipédia de Pythagore, des pythagoriciens notamment, vous allez voir, c'est très intéressant. C'était vraiment, euh, c'était vraiment une secte, il y avait un rideau, et ils faisaient des sortes d'incantations, etc. Il y avait plusieurs niveaux. D'ailleurs, je pense que les francs-maçons se sont adaptés, pardon, inspirés de ça. Vous aviez le premier niveau, c'était, je crois, acousmaticien. Enfin, il y a plein de mots qui ont été inventés par les pythagoriciens. Et il y avait même des trucs qui sont totalement foireux, hein. C'est-à-dire qu'ils regardaient la physionomie des personnes pour dire est-ce qu'ils étaient aptes à recevoir la connaissance ou pas. Ça, c'est totalement random, c'est totalement n'importe quoi. Ça, c'est pas du tout scientifique, par exemple. Euh, il y avait aussi le fait qu'ils étaient végétariens. Enfin, je veux dire, il y a plein de trucs très étranges dans leur approche, mais le fait quand même qu'ils aient fait une super fixette sur les lois du cosmos sont régies par les nombres, ça leur a fait beaucoup étudier les nombres. Donc il y a aussi d'ailleurs la première numérologie a été inventée par les pythagoriciens. Donc la frontière entre la science et les sciences occultes était ténue, mais ça a duré longtemps, hein. Newton lui-même a fait un tiers consacré un tiers de son travail à la théologie, un tiers de son travail à l'alchimie et un tiers de son travail aux sciences. Donc à l'école, on ne parle que de la partie science, mais il a fait aussi de l'astrologie, enfin de la théologie, et c'est pas lui qui faisait de l'astrologie, pardon, lui il faisait de l'alchimie. L'astrologie c'était Kepler. Kepler qui a fait le premier système des planètes, du système solaire, etc., qui est très rigoureux en astronomie, mais il faisait aussi de l'astrologie. Et là, c'est beaucoup moins rigoureux. Voilà. Donc, cette dualité entre le côté esprit cartésien, etc., et un peu le côté, j'allais dire, pas frivole, mais un peu, voilà, un peu, pas foireux non plus, mais vous voyez ce que je veux dire, le côté un peu imprécis, et ainsi de suite. Le côté freestyle, bon, voilà, il faut équilibrer les choses. Il faut tout dans la vie. Mais oui, il y a des vérités carrées qui existent, que la science nous permet d'approcher, et à chaque nouvelle avancée, etc., ben, ça nous permet de débusquer les failles des systèmes précédents pour trouver des systèmes qui soient plus performants et ainsi de suite, et d'avancer. Et donc c'est pour ça que c'est important de ne pas avoir peur de faire des erreurs, mais par contre d'avoir l'honnêteté de les affronter pour les corriger. Et c'est ça le truc. Et donc c'est pas manquer de respect à quelqu'un de dire non, tu es dans l'erreur, tu te trompes, tu n'es pas dans la vérité. Je pense que euh, revendiquer le fait que non, il n'y a pas chacun sa vérité, mais il y a des vérités objectives, mesurables, et surtout il y a des différences de performance, je pense que c'est utile.
partir du moment où on sort de ce côté mauvais ego qui cherche à humilier l'autre. Non, ça c'est mauvais. Il faut détacher le côté de je suis proche de la vérité ou pas du côté de l'ego en fait, puisque la vérité elle est là et parfois on y accède, parfois on n'y accède pas. Et si quelqu'un nous remet sur le bon chemin pour y accéder, ben en fait, au contraire, on devrait être content et le remercier, en fait. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui... Ça appartient à personne, la vérité, en fait. C'est là, c'est juste qu'il y en a qui passent plus souvent que d'autres. C'est juste ça, en fait. Il y en a qui vont plus souvent que d'autres. Voilà, je pense que c'est la meilleure métaphore pour ça. La vérité, elle est quelque part, et parfois, on peut tomber dessus par hasard, mais aussi on peut essayer de développer une méthode pour essayer de s'en approcher le plus possible. Et il y a des méthodes comme ça qui sont plus performantes pour s'en approcher. Donc tant qu'à faire, autant les utiliser, autant les développer et autant les partager. Voilà, c'est tout pour cette vidéo ultra longue. Et je trouve que que ça change des dernières vidéos que j'ai faites qui tournaient un peu en boucle sur le côté négatif de l'actualité. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si ça vous plaît que je vous fasse des réactions comme ça, et à très bientôt pour une prochaine vidéo.